Bonjour, merci à tous de vous être connectés. Je m'appelle Claire Chabas, je travaille pour BGE Réseau et je vais commencer ce webinaire en vous présentant un petit peu rapidement BGE pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Donc nous, BGE, on est une association. En fait, on est une fédération d'associations. On existe depuis 45 ans. Donc comme vous le voyez, on a des lieux d'accueil partout en France. Et les personnes qui vont accompagner les entrepreneurs, parce que notre raison d'être, c'est évidemment l'appui à l'entrepreneuriat, sont des salariés. Donc, on a 1350 collaborateurs partout en France. Et les chiffres que vous voyez en bas de ma slide, c'est les chiffres annuels de toutes les BGE de France. Donc, globalement, on accueille 117 000 personnes et 62 000 sont accompagnés et formés à l'entrepreneuriat. Et tous les ans, c'est 17 000 nouvelles entreprises qui sont immatriculées avec le soutien de BGE. Je vais vous dire aussi quelques mots sur un petit peu l'engagement de BGE. On a vraiment à cœur de démocratiser l'entrepreneuriat, de le rendre accessible à tous et à toutes. On se rend compte qu'avec toutes les personnes qu'on accompagne, quels que soient les profils, on arrive au même résultat. C'est-à-dire que quelles que soient les circonstances autour de la personne, c'est vraiment la réalité de son projet qui va faire si il réussit ou pas à partir du moment où la personne aura les bonnes compétences et le bon projet. On essaye d'aider les futurs entrepreneurs à avoir une entreprise qui va leur permettre de gagner leur vie correctement. On essaye de vraiment faire en sorte que les gens créent de la valeur, qu'ils aient des projets qui soient rémunérateurs, et on veut rendre tous les chefs d'entreprise autonomes parce que être chef d'entreprise, c'est aussi pouvoir s'appuyer sur des compétences, et c'est ces compétences-là qui vont faire que la personne sera capable de prendre les bonnes décisions au bon moment pour son entreprise. Donc c'est aussi ces choses-là que l'on fait de notre mieux pour apporter. Voilà, je vais passer la parole à nos intervenants. Astrid, on t'écoute. Bonjour, je m'appelle Astrid et avec mon conjoint Myrtille, nous avons créé il y a 2 ans maintenant, presque pile poil, la structure Bulbe Gastronomie. Donc le nom public c'est Bulbe. Nous sommes un service de chef à domicile et restaurateur événementiel. Donc c'est-à-dire que la première activité, c'est qu'on se déplace à vélo chez les gens pour leur préparer un repas gastronomique comme au restaurant, servi à leur table avec la belle vaisselle, la décoration, etc. Et du coup en 100% végétal. Et l'autre aspect qui est arrivé un tout petit peu plus tard, quelques mois après la création de l'entreprise, c'est donc cet aspect événementiel. Donc on crée des événements en partenariat avec des restaurants de la ville sur des soirées à thème, des dîners à thème, toujours végétaux, où on permet de faire venir des clients un petit peu différents. À chaque fois, on s'adapte au restaurant et à sa clientèle. Donc on peut proposer autant un repas complètement gastronomique à 80 € qu'un repas street food à 20 €. Donc ça permet de toucher beaucoup de monde. Et du coup, nous, on a été accompagnés par BGE déjà 1 an avant la création de notre projet. On a vraiment pu tout construire avec notre conseiller. Et on est encore accompagné avec le dispositif pendant du coup 3 ans, donc pendant encore une année entière pour le développement de l'entreprise. Peut-être juste nous dire, vous êtes dans la région de Rennes, c'est bien ça? Ouais, c'est ça, on est à Rennes. Super. Bah, Thomas, on t'écoute. Bonjour à tous, moi je suis... Pardon, vous m'entendez? Bonjour à tous, je suis Thomas Tardy, le cofondateur de Carnatus. Donc Carnatus, c'est une marque de bière. On est brasseur de bière à Charny-et-Mâcon dans le sud de la Bourgogne. Et voilà, donc nous, l'idée de nos bières, c'est d'avoir des bières qui soient originales, très aromatiques en termes de goût, parce qu'on travaille les houblons d'une façon un peu spécifique à froid. Et l'idée, c'était de ne pas faire qu'une brasserie, mais de mettre nos valeurs dans la boîte, sujet dont on parlera un peu plus loin dans le webinaire. Et donc, on est aussi finalement, on se définit comme une maison brassicole, c'est-à-dire que les gens peuvent venir boire un coup directement à la source à la brasserie. On fait des ateliers de brassage aussi, donc c'est-à-dire que les gens peuvent venir brasser leur propre bière et repartir avec les 15 litres de bière qui sont brassés. Et dans l'idée, donc on essaye de faire une bière éco-responsable, donc en
limitant les impacts en termes de processus de production, de distribution et tout ça. Et BGE nous a accompagnés dans la phase de création. Alors pour nous, c'est une reconversion en fait ce projet. Donc on est deux associés. Mon associé était commercial dans le bâtiment et moi je travaillais dans le domaine bancaire et financier. Et même avec un background dans le domaine financier, finalement BGE nous a accompagnés sur la partie business plan, sur le fait aussi de nous challenger justement pour nous pousser un peu et voir comment on pouvait mettre en œuvre nos valeurs dans notre projet d'entreprise. Et finalement, c'est aussi ce qui nous a permis de présenter un beau projet aux financeurs pour qu'ils veuillent bien financer notre outil de production. Superbe, merci beaucoup. Donc j'ai vu que vous étiez très nombreux à nous dire bonjour dans le chat. Merci, bonjour à vous également. Je reviens juste pour vous dire que le chat, c'est un endroit où vous allez pouvoir éventuellement parler entre vous, les spectateurs de ce webinaire. Si vous avez des questions, vous allez vous rendre compte que vous avez un petit onglet questions juste à côté de l'onglet chat. Et quand vous posez une question, vous avez ensuite la possibilité de voter pour les questions qui vous semblent les plus pertinentes, celles pour lesquelles vous souhaiteriez avoir une réponse. Donc, n'hésitez pas, quand vous voulez poser une question, de déjà voir si cette question elle n'a pas été posée. Si elle a déjà été posée, super, vous avez juste à voter pour elle, plutôt que de devoir la taper vous-même. Et à la fin de ce webinaire, on prendra dans l'ordre des questions les plus votées pour y répondre. Donc, on se garde un petit espace pour répondre à vos questions après. Pensez bien à les poser dans le bon onglet. Et puis, écoutez, on va pouvoir commencer. Nous, chez BGE, on est persuadés que l'entrepreneuriat, ça peut être le laboratoire des changements sociétaux. Il n'y a pas que les entreprises à impact qui vont faire évoluer la société. Toutes les entreprises vont avoir peuvent choisir d'avoir un impact positif dans le monde, que ce soit sur les modes de consommation, sur la gestion de leurs fournisseurs ou sur les modes de travail qu'ils proposent. Et j'ai choisi d'inviter Astrid et Thomas parce que ils sont un très bel exemple des changements qu'ils souhaitent voir dans la société et qu'ils appliquent déjà dans leurs entreprises. Je vais leur laisser la parole. Ah oui, effectivement, nous, chez Bulb, certes, on est des cuisiniers, mais dès le début de la création de l'entreprise, dès la rédaction des statuts, on a voulu vraiment inscrire des valeurs, notamment de développement durable, mais aussi des valeurs sociales et humaines qui sont pour nous extrêmement importantes. Et c'est une démarche qu'on a voulu vraiment être presque jusqu'au boutiste, c'est-à-dire qu'on a vraiment choisi tous les critères qui font dans la restauration classique l'activité n'est pas éco-responsable et on a essayé de vraiment détourner ça. Donc c'est pour ça, par exemple, que notre transport, il est 100% en vélo. On est aussi sur des produits végétaux parce que simplement, ils polluent moins l'atmosphère, ils polluent moins les sols, ils polluent moins l'eau. Donc on a voulu rester sur du végétal. On n'utilise pas de plastique, on est livré en vrac, on utilise principalement du bio, des produits locaux. Donc voilà, on a vraiment voulu aller très très loin dans cette démarche éco-responsable. D'ailleurs, très rapidement, quand on a créé Bulb, on a cherché à se faire labelliser pour notre démarche, pour qu'elle soit aussi reconnue et visible de l'extérieur. Donc ça, c'est quelque chose qui a été vraiment importante pour nous et qu'on garde en ligne de mire en fait dans notre activité. Ça veut dire que on essaye toujours de réfléchir à comment on peut aller plus loin, mais également comment est-ce qu'on peut inspirer dans notre activité des gens qui voudraient faire la même chose, peut-être éventuellement d'autres cuisiniers, d'autres restaurants, parce que du coup, on leur montre aussi un possible quelque part. Donc c'est vraiment chouette de pouvoir à la fois nous mettre en place ces valeurs-là et à la fois d'inspirer d'autres gens, éventuellement aussi inspirer nos clients, que ce soit des particuliers ou des professionnels, à aller vers plus de durabilité. Et puis, je rebondis sur ce que vient de dire Astrid, parce que finalement, donc, on n'a pas le même cœur de métier, mais on a quand même des points communs, puisque nous aussi, on fait des livraisons en vélo cargo. Alors, nous, peut-être la différence, c'est que on essaye d'en faire le plus possible, mais comme on livre des bières, donc des bouteilles et des fûts, ça pèse rapidement du poids et donc il y a une partie quand voilà, on utilise quand même encore un peu la voiture, mais là, typiquement,
on est en train de regarder pour s'acheter une remorque. Donc en gros, l'idée c'est qu'on livre nos bières avec un vélo cargo qui fait 2 mètres de long, plus une remorque qui doit faire 3 mètres derrière. Donc on va faire 5 mètres sur la route. Et là pour le coup, en termes d'inspiration des clients ou des partenaires, on est très visible et ça peut donner des idées à d'autres. Et après, au-delà de ça, finalement, un peu comme disait Astrid, c'est qu'on l'a réfléchi dès le début du projet. Même, donc nous, finalement, on est producteurs, donc même dans le choix des outils de production, on a choisi des outils qui nous permettent de faire alors après, c'est une réflexion éco-responsable, mais aussi économique. C'est des outils qui nous permettent de faire des économies en termes de consommation d'électricité et en termes de consommation d'eau, puisqu'on réutilise, alors je ne vais pas rentrer dans le détail du process de brassage, mais on utilise beaucoup d'eau et on la réutilise une seconde fois pour éviter le gaspillage. Et puis au-delà de ça, c'est même dans notre distribution finalement où on privilégie des caisses consignées plutôt que des cartons pour distribuer nos bouteilles de bière. Nos bouteilles sont pas encore consignées, mais ça ne saurait tarder parce que on a plusieurs combats à mener de front, donc on avance petit à petit. Et puis on a aussi la logique sur nos fûts de bière de sectionner plutôt des fûts en inox, malgré pour le coup le prix qui a fortement augmenté de tout ça, donc des fûts en inox qui sont réutilisables quasiment à vie plutôt que des fûts en plastique jetables. Et là pareil, c'est l'idée d'être le plus éco-responsable possible et malgré des contextes économiques qui sont pas toujours favorables, mais en tout cas d'essayer d'être exemplaire finalement. Oui, c'est ça, parce que je dirais que c'est presque une responsabilité qu'on a entre entrepreneurs, parce que c'est les entreprises d'aujourd'hui qui fixent finalement les normes de demain. Donc, si nous, on insuffle dans nos entreprises toutes ces belles valeurs-là, demain, ce sera la norme, ce sera quelque chose qui sera facilité par le fait qu'on ait été des pionniers quelque part et qui va donner envie aux autres entreprises de plus en plus de mettre en place ça parce que ce sera devenu la norme. Donc, oui, je pense qu'on est dans un moment charnière social, économique, où finalement on voit de plus en plus d'entreprises s'engager autour de valeurs. Alors ça peut être plusieurs valeurs différentes. C'est vrai qu'on est beaucoup sur les valeurs éco-responsables, durables, mais il y a tout un tas de belles valeurs sociales, humaines qu'on peut mettre en place dans nos entreprises. Et au-delà de faire du coup de nos entreprises quelque chose qui nous ressemble, qui porte nos valeurs à nous, c'est quelque chose qui va aussi fondamentalement changer la tête de la société dans 10, 20, 30 ans. Et puis c'est vrai que quand on voit le titre du slide où on est sur trouver le sens de son projet, nous on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de choses où on est sur le bon sens finalement quelque part et où on revient sur des choses qui existaient il y a un petit moment et qu'on a peut-être un peu perdu de vue dans une logique un peu de consommation excessive ou que sais-je et du coup ce sens c'est important de le garder en tête dans l'avancement du projet, dans la création du projet, mais aussi quand on avance en créant l'entreprise. Nous, on a créé l'entreprise il y a 1 an. On a beaucoup de choses à mener. On est sur tous les fronts et il faut toujours qu'on se garde dans un coin de la tête ces valeurs qu'on veut mettre dans l'entreprise et qui sont aussi les raisons pour lesquelles on a quitté notre job et qu'on a créé notre boîte, quoi. C'était exactement la question que j'avais envie de vous poser. Est-ce que ces valeurs qui soutiennent votre projet, est-ce que elles font partie des raisons pour lesquelles vous avez voulu créer une entreprise? Ah bah oui, tout à fait, c'était dans la base. En fait, nous, on est cuisiniers. On aurait très bien pu juste chercher un travail dans un restaurant un peu sympa. Et nous, on a dit non, on veut vraiment avoir un impact positif, on veut inspirer des gens. Et une des raisons pour laquelle on a créé Bulbe, c'était pour créer une nouveauté, en fait, pour apporter quelque chose de nouveau, un autre possible. C'est vrai que je ne sais pas si les gens sont au courant, mais le milieu de la restauration est un peu en crise en ce moment. Les propriétaires croulent un peu sous les dettes, ont du mal à payer leurs salariés, ont du coup du mal à trouver de la main-d'œuvre. Donc aussi sur cet aspect-là, on voulait innover. Et dans cette innovation, on voulait apporter quelque chose de plus. Et c'est vrai que ça a été tout de suite dans l'ADN du projet. Ça a été ces valeurs-là, du coup éco-responsables, mais aussi sociales. Nous, on s'est engagé auprès de nos salariés à avoir des aménagements de leurs heures, à ce qu'ils soient bien payés, à ce qu'ils aient suffisamment de congés, à ce que toutes leurs heures supplémentaires soient payées, etc. Ce qui n'est pas forcément quelque chose d'acquis dans le milieu de la restauration d'habitude. Et puis de notre côté, même au-delà des valeurs éco-responsables durables, alors il y a aussi des valeurs humaines. Après, c'est à notre
toute petite échelle et c'est très personnel, mais finalement, on crée Carnatus avec mon meilleur pote de toujours. Donc, il y a aussi une logique de travailler avec des gens qu'on apprécie et de diffuser ça aussi, parce que finalement, donc là, on est associés tous les deux, mais depuis un an qu'on a créé la boîte, on a rencontré des partenaires qui sont géniaux, on s'entend bien avec nos clients et du coup, ça permet de créer aussi du lien et c'est aussi pour ça, nous, l'idée de s'intituler Maison Brassicole, c'est aussi pour ça, c'est que finalement, que ce soit nos clients, nos fournisseurs, nos partenaires, typiquement ce soir on fait l'inauguration de notre local, on invite nos banquiers, on invite tout le monde et le but du jeu c'est qu'il y ait ce côté convivial qui soit là et aussi de remercier tous ceux qui nous ont filé un coup de main depuis un an qu'on a créé la boîte. Les gens de BGE sont invités aussi. Merci. Quels sont les changements que vous souhaitez le plus dans la société en général et comment vous avez mis en place des choses dans votre entreprise pour qu'on y arrive? Alors c'est vrai que nous on veut montrer des possibles du coup déjà aux particuliers dans leur consommation parce que par exemple sur la réduction des protéines animales dans les assiettes de manière générale, c'est quelque chose qui paraît encore un peu difficile à la majorité des personnes. Pourtant on sait aujourd'hui que c'est une des choses à faire pour réduire l'impact sur l'environnement, sur la planète en général. Et du coup, nous, par des assiettes qui sont très colorées, qui sont très gourmandes, qui sont très goûtues, surtout très originales, on leur montre comment, en fait, ils peuvent faire des plats qui ne contiendraient pas forcément de la viande, les inspirer un peu pour leur quotidien, pour vraiment changer leur manière de consommer et leur proposer une alternative. Donc ça, c'est quelque chose qui marche assez bien. D'ailleurs, on propose aussi des cours de cuisine avec notre menu du mois. Les gens peuvent choisir les plats qu'ils ont aimés et apprendre à les reproduire après chez eux. Donc il y a vraiment cette volonté déjà de transmission aux particuliers, mais aussi aux restaurateurs. On fait de la formation aux restaurants. Et du coup, c'est l'idée que eux aussi puissent réduire la part de plats basés uniquement autour de la viande que propose leur restaurant pour que l'alternative existe et pour participer encore une fois à cette évolution un peu naturelle de la société vers une alimentation un peu plus végétale, un peu moins carnée. Et du coup, on leur apprend à faire des plats végétaux, quelque chose qu'ils n'ont pas du tout appris en école de cuisine, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose qu'on trouve intéressant, ce volet vraiment de transmission pour changer les habitudes de consommation, changer les habitudes de production. Et là, pareil, je rebondis sur ce que dit Astrid, parce qu'on a encore des similitudes, c'est-à-dire que nous aussi, cet aspect partage, convivialité, comme je disais, mais transmission, on le retrouve. Alors d'une part, nous, finalement, on essaye de véhiculer le fait qu'on est brasseurs locaux et qu'il n'y a pas que de la bière allemande ou de la bière belge ou que sais-je, et qu'on peut faire des trucs sympas aussi ici. Et l'autre aspect, donc sur le partage et la transmission, c'est de se dire que c'est pas parce que finalement nous on est brasseurs de bière et que c'est notre cœur de métier, notre fonds de commerce, qu'on peut pas partager nos savoirs et nos connaissances sur le sujet. Et en l'occurrence, c'est tout le but des ateliers de brassage qu'on anime, c'est que finalement, on veut partager et faire découvrir aux consommateurs finaux que alors je caricature, mais qu'avec une grosse marmite, un peu de malt et du houblon, on peut faire de la bière. Alors on sait pas si elle sera bonne, mais en tout cas c'est faisable. Et du coup de partager des moments comme ça de transmission et en fait c'est le but, c'est aussi de partager notre passion. Donc se dire qu'en fait on n'est pas que sur un produit, mais rappeler qu'il y a des personnes derrière et que tout ça forme un bel ensemble, quoi. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on voit vraiment le changement entre une époque d'il y a peut-être 10 ans et aujourd'hui. C'est que nous, quand on propose toutes ces formations professionnelles, etc., on donne nos recettes très librement. Les gens sont souvent choqués sur mais vous donnez vos recettes à la concurrence, mais ça va pas du tout. Et en fait, nous, on n'est pas du tout dans une logique de concurrence. Nous, au contraire, vu que ce qu'on veut, c'est un changement sociétal, pour nous, c'est vital, au contraire, de partager nos innovations pour que de plus en plus de gens puissent tendre vers ça. En fait, il n'y a pas de question de concurrence là-dedans. Exactement. On partage bien le sujet et nous aussi on a le même type de remarques. C'est mais vous allez faire des ateliers de brassage, donc on va connaître vos recettes, on va connaître vos secrets. Et finalement, en gros, il n'y a pas forcément de secret. Enfin, je veux dire, on est plus dans la diffusion. Et nous, je pense qu'on est tout aussi gagnant à partager nos
nos recettes et du coup, est-ce que les gens se rappellent de Carnatus comme d'un endroit où ils ont passé un bon moment et comme d'une bière de qualité et que potentiellement ils ont la recette. Après, derrière, c'est pas parce qu'ils ont la recette qu'ils vont se lancer dans un investissement avec un outil de production pour copier les mêmes bières que les nôtres, quoi. C'est très juste. Quels sont les impacts positifs que vous avez pu constater dans votre activité? Alors nous, très directement, déjà, tous les gens qui ont goûté notre cuisine ont été surpris. Ils ne s'attendaient pas à ce que de la cuisine végétale puisse avoir de tels goûts, aussi marqués, etc. Et ça, on aime beaucoup parce que nos clients ne sont pas principalement des personnes végétariennes ou véganes, bien au contraire. C'est des gens qui ont envie de tester des choses, qui aiment bien la bonne cuisine, etc., mais qui sont souvent un peu sceptiques, qui ont des a priori. Et du coup, pour nous, la première réussite, c'est que tous les gens qui sont sortis d'un repas proposé par Bulbe ont été très agréablement surpris, ont passé un super moment, ont bien mangé, étaient bien rassasiés, ce qui est souvent leur peur. Et du coup, rien que ça, c'est déjà une victoire, parce qu'on leur montre quelque chose de positif autour de quelque chose qui leur faisait un peu peur et qui leur paraissait un peu lointain. Et on a eu beaucoup de retours après coup de gens qui ont dit ah bah du coup regardez, j'ai essayé de refaire votre recette avec ça et ça, ça m'a inspiré, ça m'a donné envie de travailler les aubergines différemment. Et du coup ça c'est un impact très direct qu'on voit, qu'on sent chez les gens. En plus ils nous font des retours directement, donc ça c'est super. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'on inspire par rapport à notre méthode de chef à domicile, livraison à vélo. On inspire d'autres entreprises qui commencent à faire aussi ce type de proposition-là. Donc, pas forcément sur de la cuisine végétale, mais en tout cas, qui se questionnent sur les modes de transport, surtout en ville, et sur comment réduire son impact et finalement aussi créer quelque chose de nouveau. Parce que quand on est à vélo, avec notre remorque, on interpelle beaucoup les gens qui se demandent mais c'est quoi ça, service de chef à vélo ça interpelle beaucoup. Quelque part, c'est notre vitrine. Et ça, de plus en plus de personnes le comprennent. Et du coup, on inspire aussi de ce côté-là des gens à repenser leur mobilité dans les villes et repenser leurs entreprises en dehors de l'utilisation de la voiture. Et encore une fois, là, je rejoins tout à fait Astrid sur le sujet du vélo. Je pense que alors après, c'est peut-être la partie la plus visible. Et comme dit Astrid, c'est la partie la plus, enfin, ça fait un peu la vitrine, quoi, finalement. Et surtout que nous, dans le coin, je pense pas qu'avant nous, il y ait eu beaucoup d'autres livreurs à vélo cargo. Alors, dans les grandes villes, ça se développe énormément et on sait les avantages que ça peut avoir. Et nous, finalement, on se rend compte que quand on va livrer des partenaires, même des clients particuliers ou des restaurateurs, finalement, ça pose question. Et potentiellement, ils se disent que si nous, on y arrive avec des bières qui n'est pas forcément le truc le plus simple à transporter du fait du poids, du fait de la fragilité des bouteilles et tout ça, peut-être qu'eux peuvent le faire aussi avec leur cœur de métier. Donc je dirais qu'il y a cet aspect-là. Et puis après, il y a le côté convivialité et puis éco-responsabilité, parce que finalement, nous, là où on se développe beaucoup, et là, ça va être la période qui va arriver, c'est sur les événements plus ou moins gros, d'ailleurs, que ce soit des petits événements familiaux ou des gros événements, où on propose des tireuses à bière avec les fûts. Et il faut savoir que du coup, un fût en inox, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est réutilisable quasiment à vie. Donc en termes d'éco-responsabilité, je pense qu'on est sur un truc, on est plutôt pas mal. Et un fût, c'est l'équivalent en fonction de la taille du fût, de 60 ou 80 bouteilles en verre. Et donc du coup, nous on essaye de prôner et de dire, voilà, plutôt que de prendre des cartons et des cartons de bouteilles, prenez un fût, une tireuse. Vous aurez un petit moment convivial pendant votre événement et puis il n'y a pas besoin de passer des heures à la déchetterie le lendemain pour aller jeter les bouteilles en verre. Et du coup, ça fait partie des choses qu'on véhicule et sur lesquelles on communique et finalement, alors nous, je vais dire très égoïstement pour le business, c'est plutôt très bien parce que voilà, mais ça fait partie aussi des valeurs qu'on met en avant et où finalement on oriente notre production de plus en plus sur les fûts plutôt que sur les bouteilles parce qu'il y a cette dimension durable qui est importante, quoi. Très bien. On l'évoquait rapidement avant le début du webinaire, mais est-ce que vos valeurs, elles ont pu être un frein parfois dans votre développement? Alors oui, je parlais tout à l'heure du fait qu'on était des pionniers, nous, notre génération de nouveaux entrepreneurs. Et je pense que comme tous les pionniers, ça nous met un peu d'abord des bâtons dans les roues parce que justement, c'est des habitudes que nos clients n'ont pas, que ce soit des particuliers ou des professionnels, ils ne savent pas ça.
il y a toute une pédagogie à faire autour de nos activités et ça peut être un peu compliqué puisque quelque part, quand on se fixe des valeurs comme ça, on se fixe des contraintes. Et ben, une contrainte, voilà, le mot est déjà très clair, c'est-à-dire que c'est plus compliqué. C'est-à-dire que dans le choix de nos fournisseurs, dans le choix de nos livraisons et même dans le choix de nos tarifs, il y a quelque chose qui va être un peu plus compliqué, surtout qui est nouveau. Quelque part, on doit refixer un prix de marché parce que le marché des choses qui sont éco-responsables, il est tout jeune et on peut pas être au même tarif exactement que des gens qui font des produits ou des services qui ne sont pas, pardon, qui ne sont pas éco-responsables, donc qui ne portent pas d'autres valeurs humaines, etc., d'une production plutôt en France qu'à l'étranger, etc. Donc ça peut être un peu difficile, surtout au début, et ça peut être une justification aussi un peu constante à faire de pourquoi est-ce qu'on fait ça. Et oui, peut-être que nous, ça ne nous rapporte pas directement plus de faire ça, mais en fait, c'est important de le faire parce qu'on est dans un contexte mondial, environnemental, etc., qui nécessite en fait que nos entreprises s'engagent dans ce type de valeurs. Donc oui, c'est sûr que c'est un peu plus difficile. Nous, à titre d'exemple, des fois, on a un peu du mal à faire comprendre à nos clients nos tarifs. Mais par exemple, sur le travail d'un végétal par rapport à simplement mettre une pièce de viande dans une assiette, la main-d'œuvre n'est pas du tout la même. On passe plusieurs heures à travailler le légume, alors que quelque part, le morceau de viande, on le fait griller, il est prêt. Du coup, forcément, nos tarifs sont derrière un peu plus chers, pas beaucoup plus, parce que derrière, on a quand même des économies sur la matière première, on n'a pas d'essence à payer, etc. Mais quelque part, le prix est un petit peu plus élevé. Et du coup, c'est important de faire comprendre à nos clients pourquoi, quand on choisit une entreprise qui porte ce type de valeur, pourquoi c'est important d'y mettre aussi le prix pour soutenir, pour comprendre en fait derrière la démarche. Et je pense que ça, c'est vrai pour tout type d'entreprise, peu importe ce qu'on vend, c'est de faire comprendre ces choses-là à nos clients. Et ça peut être un petit peu difficile au début. Après, au bout d'un moment, quand ils ont vu que le produit était de toute manière de meilleure qualité, ils n'ont pas de souci à revenir. Mais voilà, c'est une pédagogie à faire, donc qui peut être un petit peu compliquée au début. On peut aussi se retrouver par moments dans des phases un peu plus difficiles. On se retrouve face au dilemme de est-ce que là, je ferai pas un compromis sur telle valeur parce qu'on a un peu des soucis financiers. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut arriver dans tous les cas. Les valeurs qu'on s'est posées, il ne faut pas se dire, voilà, c'est un truc comme ça, on les suit. C'est un but, c'est quelque chose vers lequel on veut tendre. Si on n'arrive pas à tout mettre en place dès le début, parce que c'est compliqué, c'est pas grave. On a le temps, étape par étape, de voir, voilà, dans son plan triennal, à quel moment est-ce que je suis capable de mettre en place ceci, cela, pour tendre à la fin vers quelque chose qui correspond le mieux possible à nos valeurs. Merci, c'est une jolie réponse. J'en ai profité, je me suis rendu compte que Alexandra avait posé une question sur les difficultés que vous avez rencontrées, donc c'est pour ça que je l'ai mis en avant. N'hésitez pas à poser des questions dans l'onglet dédié, on les regarde et celles auxquelles on répondra pas en direct, on y répondra à la fin du webinaire. Thomas, est-ce que sur cette question-là des difficultés par rapport à vos valeurs, vous avez dû trancher des décisions peut-être un petit peu délicates pour Carnacus? Ouais, bien sûr. En fait, je rejoins tout ce que disait Astrid, c'est-à-dire qu'il y a un moment, on fixe ses valeurs dans la création de la société et on fait de notre mieux pour y coller, pour les respecter. Et derrière, il y a des réalités. Alors typiquement, moi, si je prends l'exemple de l'investissement dans notre outil de production, pour nous, ça paraissait inconcevable avec une logique de démarche durable, d'aller se fournir avec du matériel chinois et voilà, tout ce qui s'ensuit, même si ça aurait été bien meilleur marché que ce qu'on a acheté. Sauf que derrière, si on réfléchissait pour se fournir en France, là pour le coup, il y a un moment où financièrement ça suivait plus, donc on a finalement coupé un peu la poire en deux et on s'est fourni sur du matériel européen. Mais voilà, donc ça fait partie des compromis qu'on a été obligé de faire et où comme disait Astrid, en fait, il y a un moment où on a nos valeurs en tête. On sait ce qu'on veut absolument pas faire et du coup ce qu'il faut absolument éviter. Et puis d'un autre côté, il y a des compromis qu'il faut faire. Et puis on gardant nos valeurs en tête, on sait on peut pas être parfait tout de suite, mais on sait qu'on pourra s'améliorer avec le temps et le garder en tête. Et typiquement nous
On a réussi, j'allais dire plutôt facilement entre guillemets, à mettre en place le sujet de caisses consignées plutôt que de carton pour livrer des bouteilles, de caisses réutilisables du coup, mais par contre nos bouteilles sont pas encore consignées, ça fait partie des projets, sauf que c'est des projets plutôt costauds à mettre en place. Financièrement, contrairement à ce qu'on pourrait croire, laver une bouteille ça coûte plus cher que de racheter une bouteille qui a été produite de zéro, donc il y a ça aussi, et comme disait Astrid, en fait derrière il y a l'impact sur le prix qui entre de prix de vente, nos prix de vente en tout cas qui entre en compte. Et puis derrière, il y a en termes de difficulté, il faut aussi sensibiliser, c'est-à-dire que on sait très bien que nos clients professionnels, donc les restaurateurs, les bars, ont l'habitude de fonctionner avec des bouteilles consignées parce que les grands distributeurs fonctionnent comme ça. Mais nous, le vrai enjeu, et c'est pour ça qu'on attend un petit peu encore, c'est de sensibiliser nos consommateurs finaux, les particuliers, à se dire que quand ils viennent nous acheter des bouteilles en magasin ou quand ils les achètent chez des cavistes ou chez des épiceries fines, il faut qu'ils aient la possibilité de les ramener, parce que le principe c'est que, enfin, la bouteille consignée est en verre plus épais qu'une bouteille standard pour justement pour résister à plusieurs lavages, parce que sinon ça n'a pas de sens d'un point de vue durable. Donc l'idée c'est que le verre soit plus costaud pour résister à une cinquantaine de lavages. Et sauf que si on n'arrive pas à leur expliquer qu'il faut bien les ramener, et je reviens sur l'idée du bon sens, c'est ce qu'on faisait il y a quelques années finalement, et ben du coup en fait la démarche elle tombe un peu à plat et elle tombe à l'eau. Donc dans les difficultés il y a aussi et puis on revient sur la logique de transmission qu'on évoquait tout à l'heure, il y a aussi le fait de dire il faut bien qu'on diffuse ces informations à nos consommateurs et qui prennent le pli, et qui se dit qu'en plus on leur rend quelques centimes quand ils te ramènent des bouteilles, donc ça leur permet d'en acheter des nouvelles avec, et du coup tout le monde est content, quoi. Merci. On va passer à la deuxième partie du webinaire qui est dédiée aux enjeux du territoire. Nous, chez BGE, on a la conviction que l'entrepreneuriat, ça peut être un moteur du développement durable et solidaire des territoires. Avec l'entrepreneuriat, on peut rendre accessibles des produits et des services dans des zones qui ne l'auraient pas été autrement. On répond à des besoins des populations, et aussi on crée du lien social. Donc j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de la façon dont vos entreprises ont un impact sur leur territoire. Nous, déjà, on a voulu s'inscrire dans un quartier prioritaire de la ville, du coup, dans le quartier de Morpa, à Rennes. Et nos salariés viennent aussi de quartiers prioritaires de la ville. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a voulu mettre en place tout de suite, déjà juste pour s'inscrire dans des zones qui nécessitent qu'on apporte de l'activité là-bas, qu'on crée de l'emploi là-bas. Je crois qu'il y a une question sur les emplois plus tard, donc je ne vais pas m'attarder dessus maintenant. L'autre chose qu'on fait, c'est s'ancrer aussi dans ce territoire culinaire qu'on a, à savoir que nous, on fait des partenariats avec les restaurants de la ville de Rennes. Aujourd'hui, on en est à 20 ou 21 partenariats qui ont déjà été faits sur des soirées, sur des dîners, ce qu'on appelle à 4 mains, du coup, où leurs chefs et nos chefs cuisinent en même temps, sur des soirées privées, etc. On essaie de participer aux événements organisés par la ville. Notamment ici, on a ce qu'on appelle le marché à manger, qui est un food court, donc un endroit où viennent plein de restaurateurs proposer de la restauration à bas coût pour le public, un peu en manière street food. Et nous, on a déjà participé à 5 de ces événements-là, ainsi que sur des festivals locaux culinaires. Donc, on essaie de vraiment être à la fois ancré dans l'activité qu'il y a sur notre territoire, mais aussi d'être en lien avec du coup les autres acteurs de la restauration localement. Surtout que, vous en doutez peut-être, mais des restaurateurs qui font des semaines de 80 heures et qui finissent à 1 heure du matin, ils ont peu de chance d'aller dans les restaurants de leurs confrères se rencontrer. Et du coup, nous, on crée ce lien-là. On va chez les uns, les autres, créer du dialogue, créer des événements ensemble, leur proposer de la pause aussi, et de pouvoir aussi faire du lien avec leurs propres équipes, parce que nous les invitons à chaque fois avec leurs équipes à manger à nos dîners, ce qui leur permet d'avoir un temps de convivialité entre eux, qu'ils n'ont pas le temps d'avoir dans leur travail. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve vraiment important, parce que ça manque aujourd'hui dans le milieu de la restauration, c'est ce lien entre des acteurs qui vivent pourtant des situations très similaires. Donc voilà, nous c'est surtout comme ça qu'on s'ancre dans notre territoire rennais. Thomas, Macon. Et alors de notre côté, du coup, alors il y a
plusieurs éléments qu'on peut évoquer. Le premier, donc j'en parlais déjà tout à l'heure, c'était l'idée de faire un lieu de vie, donc un lieu où les clients, les consommateurs puissent venir boire un coup directement à la source sur le lieu de production. Où là finalement on se dit qu'en termes de circuit court on est plutôt pas mal puisque ça passe quasiment du fermenteur au bec de tirage et au verre du client. Donc il y avait cette idée là. Il y a l'idée aussi des partenariats qu'on crée avec des gens du territoire. En l'occurrence quand on brasse de la bière on utilise donc du malt. Là pareil je rentre pas dans le détail du process mais en gros on fait tremper le malt dans l'eau. Et après, ce qu'on garde dans la bouteille de bière, forcément, c'est que le liquide et on élimine le solide. Donc, le reste des céréales qui ont été utilisées, c'est ce qu'on appelle les drèches. Et ces drèches-là, elles ont encore un grand pouvoir nutritionnel. Donc, on a fait des partenariats avec des éleveurs locaux. Et du coup, l'idée, c'est que ils viennent récupérer quand on brasse nos restes de céréales qui ont été utilisés, et ça sert à nourrir leurs animaux. Et ce qui est rigolo, c'est que du coup, chez certains de ces éleveurs, ils ont des petites boutiques directement sur place, donc on retrouve nos bières dans leur boutique. Donc du coup, ça fait un peu le circuit. Et on n'y est pas encore, mais idéalement, ça pourrait être que derrière, comme sur place, on proposera des planches de charcuterie et de fromage, ce soit que les fromages qui ont été produits par les agriculteurs qui ont récupéré nos drèches soient servis directement chez nous à la brasserie, et comme ça au moins la boucle serait bouclée. Mais voilà, on n'y est pas encore, mais ça fait partie des sujets qui vont venir. Et puis comme Astrid, finalement, on participe à beaucoup d'événements locaux qui sont organisés par la municipalité ou d'ailleurs par d'autres points. Et alors, nous, il y a plusieurs intérêts. Il y a l'intérêt de se dire on est présent sur notre territoire et on se développe en local. Et puis il y a aussi la visibilité que ça donne en local. Nous, on est en début d'activité, enfin, on est encore une boîte toute jeune. Et cette participation à ces événements, ça nous permet de donner beaucoup de visibilité, mais du coup, voilà, typiquement Astrid parlait de food court, nous aussi on a des événements l'été avec des food trucks, etc. C'est quelque part nous qui faisons la buvette entre guillemets, donc on est très content que ce soit une bière locale qui soit servie, et en plus c'est nous qui la servons directement, donc ça participe au moment de convivialité et on retrouve ces valeurs là. Et voilà, donc du coup on essaye de s'implanter durablement dans le territoire. Et puis je réfléchis. Et puis on a un dernier sujet, c'est que du coup, quand on fait nos afterwork directement dans notre local, finalement les planches de fromage ou de charcuterie qui sont servies, elles sont faites par le fromager qui est à 50 mètres de la brasserie et par le charcutier qui est à 200 mètres de la brasserie. Donc on reste avec des partenariats locaux. Très bien. Pardon. Non, vas-y Astrid. Alors, ça, le choix de fournisseurs très locaux, c'est forcément ça permet de faire vivre le territoire. Nous, c'est vrai que nos légumes, ils viennent tous d'un cercle de 70 km autour de Rennes et pas plus loin du tout. On essaye vraiment non seulement de travailler ces légumes-là, mais aussi d'être en vraie relation avec leurs producteurs. Nous, on se déplace sur leurs fermes, on va les voir sur les marchés, on discute avec eux. Et ça, c'est quelque chose qui est important aussi pour faire vivre le territoire, c'est de aussi travailler vraiment, comme tu disais, avec que ce soit les éleveurs, que ce soit les maraîchers qui sont autour. Ça, c'est quelque chose de très important. C'est ça qui dynamise un territoire. Ce que je voulais dire, c'était que ça peut être aussi le bon moment de parler d'emploi, parce que ça aussi, c'est lié au territoire. Tu voulais en parler, Astrid ? Oui, c'est vrai que nous, on a la chance d'avoir pu embaucher là en début d'année une personne à temps plein pour nous aider, qui est donc issue aussi d'un quartier prioritaire de la ville. Au-delà de ça, du coup, sur nos événements, on travaille en extra, mais avec toujours la même équipe de serveuses et de sommelières, qui fait qu'en tout chez Bulbe, nous sommes 7 personnes, dont du coup 3 à temps plein et les autres en extra sur les événements. Et ça, c'est quelque chose qui était important pour nous, c'était de leur créer du coup un environnement qui soit extrêmement sain, qui soit confortable pour elles, je dis elles parce que du coup tous nos salariés sont des femmes, et de leur apporter du soutien si à des moments elles ont plus besoin de travailler qu'une autre. Enfin, par exemple, on a besoin que de 2 personnes sur une soirée, elles vont choisir entre elles qui a le plus besoin d'avoir ce salaire, etc. On leur laisse beaucoup de place aussi dans le choix de la décoration, du menu. On essaie de vraiment créer une cohésion dans l'entreprise. On propose aussi de la formation, même à nos extras. On finance de la formation
dans diverses choses. Donc, ça peut être des formations aux services gastronomiques, des formations à la communication, des formations à la pâtisserie. Là, notre salarié elle va se former à la pâtisserie au printemps. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve important, que les gens qui auront travaillé pour Bulbe, ils vont sortir de là non seulement avec une expérience qui était agréable pour eux, ce qui est encore une fois pas forcément le cas dans la restauration, mais en plus en ayant gagné en compétences, que ce soit avec des formations en interne qu'on donne nous-mêmes ou des formations en externe avec des intervenants. Très bien. Merci. Est-ce que il y a d'autres impacts sociaux et environnementaux dans votre région dont vous ne nous avez pas encore parlé? C'est vrai que notre formation, nous, elle va jusqu'à assez loin, la formation professionnelle, vu qu'on a formé un restaurant sur Belle-Île-en-Mer, par exemple, qui est un restaurant de poisson et qui a voulu passer 100% végétarien. Donc, on a formé ses chefs, on a refait leurs cartes, on a travaillé la communication avec eux, on est allé les voir après sur place, revoir avec leurs équipes si ce qu'on leur avait appris était bien acquis, etc. Donc, un accompagnement très poussé. Donc voilà, et sur les demandes d'événementiel, nous, on se déplace sur toute la Bretagne, ouais, jusqu'à Quimper, Brest. Pour Rennes, c'est 4-5 heures de route quand même. Et c'est important pour nous d'être présents partout parce que aujourd'hui, nous sommes le seul service de ce genre en Bretagne. Et on veut vraiment inspirer d'autres gens à faire la même chose, mais pour pouvoir être inspirés, il faut qu'ils aient été en contact avec ce type d'activité-là. Et on voit que ça marche. Par exemple, il y a quelqu'un à Dinan qui est en train de créer le même service que nous et qui a été en contact avec nous, qui a fait un petit stage chez nous. Et du coup, on est ravis de voir que d'autres entreprises comme ça peuvent fleurir en Bretagne, en tout cas pour l'instant, et proposer les mêmes valeurs et proposer un impact sur leur territoire, quelle que soit son ampleur. Et tout ça finalement sans créer de concurrence, parce qu'entre Dinan et Rennes, de toute façon, on n'était pas sur la même clientèle. Merci, c'est très très chouette. Je me suis rendu compte tout à l'heure que j'avais zappé un petit peu vite. J'avais préparé des petits slides pour présenter Bulbe et Carnacus. Donc Bulbe, vous pouvez les retrouver sur leur site bulberestaurant.fr. Ils sont aussi présents sur Facebook et sur Instagram. Et pareil, Carnacus, ils ont un site, carnacus.gymdocide.com, et ils sont eux aussi sur Facebook et sur Instagram. On va pouvoir passer au moment où on va répondre à vos questions. Mais juste avant de répondre à vos questions, je vais vous en poser aussi si j'arrive à trouver. Voilà. Donc, vous avez un petit onglet sondage qui est ouvert et je voulais vous demander sur une échelle de 1 à 5 si ce webinaire a répondu à vos attentes. Et la deuxième question qu'on aimerait vous poser, c'est sur une échelle de 1 à 5, quelle est l'importance de cette thématique, donc les changements sociétaux et répondre aux enjeux du territoire. Donc à quel point c'est important pour vous dans le cadre de votre création d'entreprise. Donc vous pouvez commencer à répondre à ces questions tout de suite, pendant que nous on va aller regarder quelles sont les questions qui ont le plus de votes pour qu'on puisse y répondre. Alors, je regarde. Donc, on a une question. C'était la toute première, une question de Pierre qui dit « Bonjour Astrid et Thomas, quels sont les noms des programmes que vous avez suivis chez BGE et félicitations pour vos projets ?» Alors, j'ai vu la question tout à l'heure, j'ai essayé de rechercher, je ne me rappelle plus du tout du nom du programme que j'ai suivi BGE. Il faudrait que je retrouve. Nous en fait, le programme, on était plus focalisé sur la partie business plan. Alors peut-être que Claire, tu sauras mieux dire que moi, je sais pas. Mais voilà, l'idée de base, c'était d'être focalisé sur le business plan et que BGE nous aide à rédiger notre business plan et notre prévisionnel.
Et finalement, comme on avait, de par nos passifs dans notre métier, déjà une bonne base, ça s'est transformé, notre interlocuteur chez BGE, en fait, s'est adapté en nous challengeant sur tous les aspects valeurs, etc. et en nous poussant un peu pour affiner notre projet au maximum. Et pour notre part, on a... Ah, pardon. Non, j'essayais de répondre, mais en fait, donc moi, je fais partie de BGE Réseau, c'est la structure qui va fédérer toutes les associations BGE de France, et chaque BGE est indépendante et va avoir ses propres programmes. Donc, je connais pas assez bien tous les programmes de toutes les BGE de France pour pouvoir répondre exactement, mais je suis persuadée que dans la région de Mâcon, si quelqu'un vient voir BGE, ils sauront répondre. Vas-y, Astrid. Ouais, nous, c'est juste. Alors, du coup, on a bénéficié du dispositif AGFIP qui accompagne notamment les entrepreneurs qui sont en situation de handicap. Moi, j'ai une reconnaissance de ma qualité de travailleur handicapé. Et du coup, ça, c'est un dispositif qui me semble est national. Oui. Et du coup, c'est vraiment l'accompagnement total. Donc, 1 an avant la création de l'entreprise et 3 ans après la création, pour vraiment un accompagnement pour permettre aussi d'adapter le quotidien dans mon entreprise à mon handicap. Donc ça, c'était quelque chose de très intéressant. Très bien. Merci beaucoup. Je vais aller chercher la question suivante. C'est une question d'Alexandra. Bravo pour ces beaux projets. Sont-ils déjà rentables ou viables financièrement? Arrivez-vous à vous sortir un salaire? Et si oui, combien? On vous écoute. Alors, ouais, notre projet est rentable. C'est aussi ça qui a permis d'embaucher quelqu'un en janvier. Après, je vous cache pas qu'on se paye pas très bien avec Merci. Je pense que notre salarié est bien mieux payé que nous. Mais on arrive à sortir des salaires. Je dirais que nous, nos salaires sont environ 1 000 € par mois. Donc, sachant qu'on est 2, ça fait 2 000 € sortis dans la boîte. En tout cas, on voit vraiment la croissance quasi exponentielle du chiffre d'affaires de notre entreprise. On a commencé à 22 000. Cette année, on est à 37 000. Et l'année a déjà bien commencé. Là, sur les 3 premiers mois, on pense arriver à plus de 40 000 sur l'année prochaine. Donc, c'est quand même quelque chose qui va vite avec l'implication. Et du coup, évidemment, plus le chiffre d'affaires augmente, plus on peut augmenter sans façon. Merci, Astrid. Et nous, pour notre part, donc comme on était tous les 2 salariés avant de créer l'entreprise, on a chacun négocié des ruptures conventionnelles et du coup, on bénéficie toujours du Pôle emploi. Donc, on en bénéficie pendant 2 ans. Donc là, on est à un peu plus d'1 an. Et du coup, donc on ne se verse pas encore de salaire et ça nous laissait 2 ans pour, un peu comme vient de dire Astrid, pour lancer la boîte, pour la développer. Et là, en termes de chiffre d'affaires, donc nous, alors notre projet a été un peu décalé parce que je disais tout à l'heure, on fait l'inauguration de notre local, donc en fait, on a pris beaucoup de retard dans nos travaux, etc. Donc, on a une première année d'exercice où on n'avait pas forcément de points physiques où on pouvait accueillir les clients et donc on manquait un peu de visibilité. Et on a fait du coup 75 000 € de chiffre d'affaires l'année dernière. Et là, cette année, en 5 mois, on est déjà à 75 000 €. Donc, du coup, là aussi, une forte progression. Et le but du jeu pour qu'on puisse se sortir des salaires, c'était, parce que nous, on a quand même, peut-être à la différence d'Astrid, un gros investissement matériel qu'il faut rembourser, maintenant qu'on a convaincu les banques de nous prêter de l'argent. Et donc, il faut qu'on fasse du chiffre. Et là, on sent qu'on est vraiment dans une phase de croissance forte. Et voilà, il faut que ça continue pour qu'on puisse se verser des salaires et commencer à recruter aussi. Merci. On a une question ensuite de Walid qui dit comment BGE a pu vous aider techniquement sur la partie prévisionnelle de vos business plans? Avec mon conseiller qui s'appelle Louis, on a passé juste beaucoup de temps. Je pense qu'on a fait une douzaine de rendez-vous juste sur la partie prévisionnelle financière pour vraiment calculer nos tarifs, calculer notre marge, calculer l'évolution possible sur 3 ans. Donc ça a été, je pense que ça a été la partie du business plan qui a été la plus longue, la plus fastidieuse aussi. Vu qu'on inventait un nouveau modèle, on n'avait pas d'exemple, on ne pouvait pas se calquer sur ce qui existe déjà. Je pense que si on lance une activité où il existe déjà des exemples un peu semblables, ça peut aller beaucoup plus vite. Mais c'est vrai que nous, on partait vraiment de zéro. Et au tout début, il était question que Bulb soit un restaurant. Donc vraiment, le business plan a beaucoup changé sur les 6 premiers mois.
vu que du coup, nous avons préféré cette forme du restaurant ambulant à vélo. Merci. Et nous, alors nous c'est pareil, je pense qu'il y a eu une dizaine ou une douzaine de rendez-vous d'une heure, 1 heure et demie à parler de business plan, à le peaufiner d'une rencontre sur l'autre. Donc moi comme je disais, on avait déjà quand même une bonne base, mais ça a permis de l'affiner. Et en fait, alors peut-être que ce que je voudrais préciser aussi, c'est que au-delà de nous aider techniquement, parce que enfin bon, les jeux ils ont tous les outils qu'il faut pour faire pour vous aider à faire le business plan, enfin en tout cas à faire le prévisionnel en tant que tel. Derrière, après le prévisionnel, enfin en tout cas pour nous, le but du prévisionnel, c'était aussi de convaincre des financeurs de nous, de financer le projet, parce que on avait besoin d'argent pour démarrer, pour acheter les machines et tout ça. Et le vrai avantage, je trouve, en tout cas de BGE, c'est que même si nous, finalement, le business plan en soi, il n'a pas beaucoup changé entre notre première version et celle qu'on a fait avec le business plan, si ce n'est qui était quand même un peu plus détaillé et plus abouti, c'est que ça donne une vraie crédibilité quand on va voir des banquiers pour les convaincre de nous faire des crédits et tout ça. Donc, en fait, ne serait-ce que d'avoir le tampon BGE sur le business plan, ça facilite grandement la discussion avec un banquier. Nous, ça nous a aussi permis d'aller chercher alors on a gagné des prix avec BGE, mais ça c'est autre chose, mais d'aller chercher aussi des prêts à taux zéro. Alors chez nous, ça s'appelle Initiative Saône-et-Loire, et là aussi, c'est le tampon BGE qui a fait pencher la balance en notre faveur. Donc j'allais dire, finalement, il y a cet aspect technique, mais il y a aussi tous les impacts derrière, tous les impacts positifs que ça peut entraîner de s'être fait accompagner par BGE et d'avoir un peu parce que c'est quelque chose qui est reconnu par les acteurs du secteur, et ça facilite grandement les choses par la suite. Ouais, puis l'outil en ligne, du coup, mon bureau virtuel est vraiment bien fait pour pouvoir avancer étape par étape et vraiment comprendre chaque étape et penser aussi, du coup, vraiment son projet par rapport à ça. Parce que nous, on n'aurait pas, par exemple, réfléchi tout de suite à quel était notre public cible ou comment est-ce qu'on allait trouver des prescripteurs, des choses comme ça. Et ça, c'est vraiment grâce à cet outil, mon bureau virtuel, qui me semble que beaucoup de gens ici connaissent, qui aide beaucoup par rapport à quand on est seul chez soi à essayer d'écrire un business plan, quoi. La prochaine question, c'est une question de Virginie. Quels sont les outils de communication et de publicité qui ont le mieux fonctionné pour vous? Nous, c'est le bouche à oreille qui marche le mieux. Alors, on est très présents sur les réseaux sociaux. On a 2000 followers sur Instagram, donc ça marche bien. Mais finalement, là où ça marche le mieux, c'est le bouche à oreille, parce qu'on a une activité où on se déplace quand même chez les gens, donc dans leur cadre intime. Donc ça nécessite d'avoir de la confiance. Et ce qui apporte le plus de confiance, c'est quand un proche à toi te dit « Ah oui, moi je les ai fait venir, c'était super ». Donc c'est vrai que ça a été le plus dur au début. Du coup, quand on s'est lancé, on a fait un crowdfunding, non pas parce qu'on avait tellement besoin d'argent, mais plutôt pour se faire connaître. Parce que du coup, on offrait aux gens qui avaient participé au crowdfunding un repas à domicile. Et du coup, tous ces 10-15 premiers clients qu'on a eus via le crowdfunding, ça a été nos premiers prescripteurs qui nous ont trouvé ensuite nos premiers vrais clients. Et après, voilà, la rumeur s'est étendue et c'est surtout comme ça qu'on a trouvé la majorité de nos clients. Merci Astrid. Et Thomas pour Carnacus? Et moi, je rejoins ce que dit Astrid encore une fois. Nous, on essaye d'être présents sur les réseaux sociaux et on voit que ça fait de la visibilité, mais pour autant, la visibilité fait pas des clients. Et du coup, je pense que le bouche à oreille fonctionne bien. Et après, tout à l'heure, on parlait de la participation aux événements organisés par les municipalités, aux événements locaux. Je pense que nous, c'est ça notre meilleur outil de com. Alors après, c'est spécifique à notre activité, mais parce que finalement, quand les gens sont sur un salon, quand les gens sont sur un événement et qu'ils ont soif et qu'ils veulent boire une bière, du coup, on est là, on en profite pour présenter nos produits. Et finalement, c'est comme ça que le mot se diffuse et qu'on se fait le mieux connaître quelque part. Merci. J'ai aussi une question de Gretel qui dit quel statut avez-vous choisi pour vos entreprises et pensez-vous à demander l'agrément ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale. Elle dit aussi merci et bravo. Alors nous, on est une SARL, ce qui était important pour nous parce que on aurait pu, au début de notre activité, dire que c'était Myrtille, parce que Myrtille qui vient à la base du milieu vraiment de la restauration gastronomique, que Myrtille faisait une auto-entreprise et que moi j'étais son collaborateur. Mais on a vraiment voulu être gérant égalitaire de cette entreprise et puis on voulait pouvoir derrière embaucher des gens. On savait que
que ça allait être important dans le développement de notre activité. Donc voilà, le plus simple pour nous, c'était d'être en SARL. On n'a pas demandé l'agrément ESUS et on ne sait même pas si on aurait le droit de l'avoir, mais du coup, je vais me renseigner. Donc merci pour cette question. Je vais aller me renseigner. Et nous, on est en SAS, du coup, alors un peu le même principe que Tiestrid. On est associé à 50-50 en SAS et on n'a pas non plus l'agrément ESUS que je découvre. Et alors après, je sais pas si ça se prêterait à notre entreprise parce que finalement, encore une fois, c'est les valeurs qu'on met dans notre projet, alors sur lesquelles on communique aussi. Mais voilà, je sais pas si on aurait la démarche d'aller chercher enfin en fait notre cœur de métier, c'est pas d'être solidaire d'utilité sociale. Finalement, c'est les valeurs qu'on met dans l'entreprise et je pense que ces agréments c'est plus pour enfin j'imagine en tout cas pour des entreprises dont c'est le cœur de métier. Alors, je suis en train de chercher quelle est notre question suivante qui aura le plus de votes. D'autant que vous continuez à en poser, c'est très bien. Je suis pas sûre qu'on aura le temps de répondre à toutes, mais dans tous les cas, n'hésitez pas aussi à nous contacter sur les réseaux sociaux si on n'a pas pu répondre à votre question. On y répondra à ce moment-là. Une question de Lisa. J'ai du mal à trouver des fournisseurs éco-responsables avec de nouvelles alternatives. Cartes et plateaux de jeu, connaîtriez-vous des plateformes qui regroupent des fournisseurs qui proposent des prestations éco-responsables? Alors oui, on en connaît, mais sur notre domaine de prédilection, nous, on est sur la restauration. Mais du coup, par exemple, alors on utilise très peu d'emballages, mais quand on doit utiliser des emballages, on va sur des sites d'emballage éco-responsable qui sont très bien utilisés. Sur nos fournisseurs de matières premières, on travaille avec une société qui livre en vrac, qui s'appelle Durable, qui porte bien son nom, à Rennes. Donc nous, on est allé chercher ces fournisseurs, on a fait beaucoup de recherches. C'est vrai que pour des cartes et plateaux de jeu, je saurais pas forcément dire. Je sais juste que vers Grenoble, il y a une association qui crée des plateaux de jeu en bois à base de palettes recyclées, mais je saurais pas dire plus loin. À ma connaissance, il n'y a pas de plateforme qui regroupe toutes les activités éco-responsables, tous les fournisseurs de tout et n'importe quoi. Donc malheureusement, je pense que ça pourrait être une entreprise entière qui gère une plateforme comme ça. Donc c'est peut-être un projet à lancer. J'imagine que Thomas, t'as rien. Pas mieux qu'Astrid, parce que c'est vrai que pour mieux, coup, on est d'accord. Mais par contre, je rejoins, il y a peut-être une idée de business à créer pour fait. centraliser tout. On va avoir, il nous reste 3 minutes. On va essayer de répondre à une dernière question, une question de Marie. Vos partenaires banquiers ont-ils été sensibles à vos valeurs? Ces valeurs sont-elles source d'une coopération différente avec les banques? Alors, les banques, elles étaient mitigées. Il y avait des banques qui étaient à fond derrière nous et il y en avait d'autres qui nous riaient au nez en disant mais comment un projet comme ça peut être rentable? Donc, c'était un peu compliqué. Ça dépendait beaucoup de l'âge du banquier ou de la banquière qu'on avait en face de nous. Ça, c'est sûr que on l'a remarqué. Les banquiers de plus de 50 ans étaient beaucoup moins sensibles à nos questions de développement durable, de nourriture végétale. C'était un peu un ovni pour eux. Et donc, eux, ils n'étaient pas trop prêts à nous suivre, mais on a trouvé des banques qui nous suivaient. Donc, ça veut dire que ça existe. Il y en a que ça intéresse, il y en a pour qui c'est des valeurs montantes. Donc, et peut-être certaines voient aussi l'intérêt financier qu'il peut y avoir à porter ce type de valeur. Donc, si vous êtes en train de chercher des financeurs, vous allez trouver, il y a vraiment des banques qui sont sensibles à ces questions. Oui, et puis alors après, c'est leur métier aussi. Ils analysent la potentielle rentabilité du projet, mais nous, dans notre cas de figure, je pense qu'en fait, les valeurs, c'était un plus qui venait être un élément différenciant par rapport à un autre projet et qui du coup prenait plutôt pas mal, même si on est bien d'accord que il fallait d'abord que justement dans notre prévisionnel et dans notre business plan, on montre que l'idée c'était que la boîte soit rentable et qu'on puisse rembourser les crédits qu'on demandait. Ouais, c'est ça. Faut du coup vraiment prouver encore plus que peut-être une autre entreprise avec un autre projet, qu'on est carré, qu'on a vraiment travaillé notre projet et que notre projet est vraiment rentable.
Très bien, merci pour vos réponses. Merci aussi à tous de vous être connectés, d'avoir posé ces questions passionnantes. Je suis désolée, on va pas pouvoir répondre à plus ce matin, mais comme je vous le disais, n'hésitez pas à venir nous les poser sur les réseaux sociaux. On est là. Et le replay de ce webinaire sera disponible sur notre chaîne YouTube. Je vous enverrai un email avec le lien dès que la vidéo sera disponible, donc dans la journée. Et si vous êtes intéressé par des webinaires, on en a 2 autres la semaine prochaine et la semaine suivante sur les thèmes de suis-je fait pour entreprendre, l'adéquation personne-projet et les compétences entrepreneuriales et création d'entreprise, construire un modèle économique solide. Merci Astrid, merci Thomas d'avoir apporté ce témoignage sur la réalité de vos projets entrepreneuriaux et de la façon dont vous les avez réalisés. C'est très précieux. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et à bientôt. Au revoir. Au revoir.